Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien, et on va parler d'un petit dicton qui est dit que après la pluie vient le beau temps, après le rouge vient le vert, et c'est exactement ce que l'on est en train de voir au niveau des altcoins. Ça y est, on est en train de récupérer un petit peu de couleur, un petit peu d'énergie sur les alts, le Tota 3 reprend un petit peu de vigueur, et on arrive à tenir une baisse du Nasdaq. C'est plutôt positif, et c'est le moment en fait de revenir sur ce qui a été positif sur les 30 premiers jours de l'investiture de Trump. Ces 30 premiers jours qui ont été relativement importants, même si le cours s'est effondré, façon de parler, même si beaucoup l'ont vécu de cette façon-là. Néanmoins, étant donné qu'on est un petit peu plus positif, c'est le moment de regarder pourquoi ça a été intéressant et ce qui manque concrètement. Parce qu'on a une vision de se dire que Trump allait changer drastiquement les choses dès qu'il allait arriver. Alors oui, il a fait un certain nombre d'actions. On a eu World Liberty Financial qui ont acheté énormément de crypto et notamment beaucoup d'Ethereum. Retenez ça, on va revenir dessus dans quelques instants. On a eu la mise en place de Doge. On a eu après le départ de Gary Gensler. On a eu un changement et d'approche au niveau des cryptos, au niveau de la SEC. Oui, ça c'est le cas, mais est-ce que concrètement au niveau de la SEC ça a changé quelque chose? Non. Il n'y a rien eu d'action à part le fait de mettre en place en effet une task force crypto, le fait de pouvoir aller directement sur la réglementation crypto, mais la réglementation crypto n'est pas là, d'accord? Donc on a eu des débuts d'action, mais on n'a toujours pas d'ailleurs de président de la SEC qui a été nominé, même si on sait plus ou moins qui ça devrait être, mais ce n'est pas fait. Après on a eu les 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle c'est pas la crypto, c'est deux choses séparées, mais néanmoins on a beaucoup d'injections de liquidités sur la tech US. On a eu par la suite la mise en place d'un crypto working group, donc pareil dans une volonté de réglementer la crypto, mais est-ce que c'est fait? Non. Toujours pas, hein, d'accord? Voilà, on sait que c'est mis en place, mais il va falloir être patient sur ce côté-là. On a eu ensuite des sénateurs US qui sont pro-crypto et qui ont confirmé d'ailleurs le secrétaire au trésor qui lui-même est pro-crypto de ce côté-là. On va avoir forcément les tarifs qui ont joué pas mal de choses de ce côté. On a eu ensuite la CFTC, le directeur de la CFTC qui était sous Biden est parti. Ensuite, on a eu une nouvelle nomination sur les CFTC avec quelqu'un qui est pro-crypto, encore une fois. Et on a avancé petit à petit. Mais in fine, ce qui s'est passé, ce sont un certain nombre de mises en place, mais ce ne sont pas des actions. Et c'est là où c'est très important, parce que on avait un sentiment vraiment d'un messie qui allait arriver et qui allait changer les choses drastiquement. Ça se change, mais la réalité c'est que la concrétisation de ces changements n'a pas encore lieu. Et c'est pour ça qu'on a un écart très important entre ce qu'on espérait et la réalité qu'on a eue. D'où, durant ces 30 jours, ces 30 premiers jours, un sentiment de frustration extrême, surtout sur les altcoins, qui ont vraiment sous-performé BTC. Mais néanmoins, on reste sur des bonnes nouvelles, vraiment des bonnes nouvelles. Comme nous le dit d'ailleurs Adam Back, donc qui est le PDG de Blockstream, qui fait partie vraiment des anciens au niveau de BTC, c'est qu'on est dans les prémices d'un marché haussier parce que ça se sent, ça se voit. Alors je sais que c'est compliqué à accepter maintenant, ça peut être dans quelques semaines, quelques mois, on peut aller chercher un peu plus bas, mais on a d'autres vecteurs qui arrivent petit à petit. La SEC n'a toujours pas de directeur, ok, mais la SEC est en train de valider le fait de pouvoir mettre du stacking sur l'ETF Ether. Pourquoi c'est important et pourquoi ça change beaucoup de choses? C'est qu'en effet, le fait de définir que c'est ok de mettre le stacking, ça sous-entend aussi qu'on définit qu'Ethereum n'est pas une securities. Alors on ne dit pas que c'est une commodities, mais la validation d'un ETF, d'un tel ETF là, permettrait vraiment de pouvoir asseoir Ethereum comme étant quelque chose qui n'est pas une securities. Maintenant, il va falloir voir la définition qu'on aura et le cadre de réglementation autour des crypto-monnaies. Ça, comme je vous l'ai dit, ça prendra plus de temps, mais on voit qu'on se dirige dans la bonne direction. Et comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ma vision, ma théorie de ce côté-là, c'est que l'altcoin season arrivera avec Ethereum qui portera une grosse partie de la altcoin season, une grosse partie de la DeFi liée à la altcoin season plutôt classique. Mais on pourrait se demander si on n'aurait pas un backslash, un revers violent sur le même coin et sur les crypto-monnaies de façon internationale. 86% des traders de Libra ont perdu plus de 1000 $. Alors là, je me pose quand même pas mal de questions. Ça veut dire qu'il y a 86% des personnes qui ont investi dans Libra qui ont mis plus de 1000 $ dans Libra. À savoir qu'on parle d'un même coin où il y a toujours un risque à un moment donné que la personne se fasse hack son compte.
Là, c'est pas le cas, on est d'accord, mais ça n'empêche que en fait, je suis un peu choqué sur la typologie de gestion de risque qu'on peut avoir sur Memecoin de ce côté-là, et je me dis que pour mettre un cas, ça sous-entend qu'ils mettent 1%, ils ont 100K, hein. Allez, on va dire peut-être 2%, ils ont 50K de portefeuille, je sais pas. Je trouve ça quand même énorme en termes de volume. Néanmoins, on parle de 1000$ qui ont été perdus en moyenne, et on a la cohorte qui se trouve là, 1478 personnes qui ont gagné entre 1000 et 10 000$ versus 10 000 personnes qui ont perdu entre 1000 et 10 000$. On voit bien l'écart entre les deux, et on voit quand même 23 personnes qui ont perdu plus d'un million de dollars, c'est énorme. Et 2827 personnes qui ont perdu de 10 000 à 100 000$. Donc on voit qu'on a vraiment... parle de LibraGate, sur les échos, on parle de CryptoGate, hein, pourquoi pas, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact que ça aura sur le long terme. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est quand je regarde un petit peu les communications qu'on voit à droite à gauche, je vois beaucoup d'inepties, où on parle d'un rug pull alors que c'est pas du tout un rug pull, on parle d'arnaque alors que c'est pas du tout une arnaque. Enfin, globalement, on a un impact très fort sur l'image de la crypto, encore et toujours. Après, c'est vrai que les personnes vont oublier, comme d'habitude, mais on peut se poser la question si les memecoins sont pas officiellement morts, à cause principalement de Libra, parce que l'idéologie d'un memecoin, c'était le fairness, c'est-à-dire le fait de pouvoir lancer une crypto sans qu'il y ait de pré-sale, sans qu'il y ait d'arnaque et de manipulation. On voit que ce n'est pas du tout ce cas-là, et que on a burné 4 milliards de dollars de Libra, donc forcément ça va avoir un impact. Je pense que pour les cryptos tels que les memecoins, ça va avoir un gros impact, et il va falloir être très patient, et c'est peut-être le redépart sur de la crypto utilitaire. Ça va être intéressant de voir le déplacement de fonds que l'on pourra avoir par la suite. La grosse nouvelle aussi, c'est que le Nigeria lance une action en justice contre Binance, réclamant 81 milliards de dollars, excusez-moi, 79 plus 2. 2, c'est les impôts et les arriérés d'impôts qu'il a entre 2022 et 2023. Et globalement, le Nigeria explique que Binance a déréglé totalement son économie et ça a facilité l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Donc, il demande 80 milliards de dollars, ce qui est énorme, encore une fois. Donc, on sait très bien qu'il y avait des dissensions entre Binance et le Nigeria. On rappelle aussi qu'on avait certains leaders de Binance au Nigeria qui avaient été emprisonnés pendant plusieurs mois avant d'avoir été exfiltrés, mais ça reste quand même une très grosse accusation, des montants qui sont colossaux. Voir quelle va être la réponse de Binance. Bien évidemment, ils vont se défendre, bien évidemment, ils ne vont pas payer 80 milliards de dollars, et je pense que ce sera réglé avec un deal entre les différents acteurs. D'ailleurs, dans les nouvelles, j'ai fait hier un live avec un expert de sécurité de Ledger qui nous explique comment bien gérer notre sécurité, la protection de nos seed phrases, la protection de nos cryptos, comment gérer les scams, éviter toutes ces parties-là et comment avoir une bonne démarche pour pouvoir se protéger. Je vais mettre le replay dans la communauté privée gratuite si ça vous intéresse, c'est en commentaire en description, je vais le mettre certainement dans l'après-midi, vous inquiétez pas, et vous aurez accès en plus de tout le reste, c'est-à-dire la formation, les informations, etc. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Bon, on attaque le Nasdaq qui n'a pas envie de rester sur son ATH, on voit bien que on est en train d'aller retester un petit peu plus bas. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ça va être encore ravalé, on voit bien que les mouvements des jours précédents ont systématiquement été ravalés et on a un maintien du cours au niveau des 22 160, 150 et on ne redescend pas en dessous. Systématiquement c'est racheté et au-dessus c'est revendu. Quand on voit ça, on peut se poser la question d'une consolidation très forte et d'un intérêt à ne pas aller chercher plus bas. Donc ça veut dire qu'on a vraiment ici une confrontation très forte et la rupture de ça va entraîner certainement une accélération haussière à partir du moment où on aura une consolidation certainement et avec une clôture de bougie au-dessus des 22 250. Par contre, si on va chercher plus bas, on ira, comme je l'ai dit la dernière fois, chercher les 21 800 pour prendre de la force et aller chercher plus haut. Ce qui est intéressant de voir, c'est que durant cette baisse, on a une augmentation de la résilience de BTC. On voit bien qu'on a une réaugmentation. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, encore une fois. Pour moi, il faut avoir beaucoup plus de résilience et surtout accompagner le Nasdaq si il éclate à la hausse. On voit bien que ce n'est pas le cas en ce moment et c'est le gros problème qu'on a toujours eu où on a une économie américaine qui push et nous qui sommes à la ramasse au niveau de BTC. Néanmoins, ce n'est pas le cas aujourd'hui. BTC est au-dessus des 97 000 $ sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, donc qui est les futurs des institutionnels, plutôt positif.
Est-ce que c'est suffisant? Non, toujours pas. On est toujours ici coincé dans ce range interminable. Il va falloir prendre de l'accélération et aller chercher au moins les 100 000 $ pour essayer de les break, pour aller chercher les 103, 104, qui est la zone de rechargement de sel. Bon, ça va voir un petit peu plus tard, mais néanmoins, on est dans une forme de résilience. On n'est pas en train ici de chuter. On maintient des niveaux clés. C'est le cas aussi sur le Total 3. Total 3 où on voit qu'on a eu une journée d'hier qui était plutôt positive. Cette journée aujourd'hui arrive quand même à tenir ces niveaux malgré un Nasdaq qui est en train de chuter et malgré le fait qu'on a des sorties de capitaux au niveau des ETF, certes des petites sorties de capitaux, on voit bien qu'on a eu des petites rentrées, des petites sorties, on a toujours cette incertitude qui est toujours bien présente, tant que ce n'est pas réglé, bah malheureusement on n'aura pas de mouvement très très fort. Et ça se voit énormément parce qu'on est toujours bloqué dans le range qui est toujours entre les 95 500 et 98 500, et c'est la zone dans laquelle on est bloqué actuellement. On est allé chercher, oui, les 93 000, faire une petite purge, très belle réaction haussière. Est-ce que c'est suffisant? Non. Je pense qu'on pourrait aller chercher un petit peu plus bas, et la zone qu'il va falloir surveiller, ça va être ici, cette zone-là d'imbalance, plutôt classique, hein, renforcement là, donc peut-être on va aller rechercher cette petite zone. Alors, si j'arrive à poser mon petit rectangle, tac. Si on arrive à retoucher cette zone-là, à ce moment-là, on aura une zone intéressante pour pouvoir voir si oui ou non on a un rebond. Ça pourrait très bien être premier rebond, retest, deuxième rebond sous une forme d'accélération et aller rechercher les 98 500. Et là, on verra si oui ou non on va chercher 100 000. Mais on pourrait très bien avoir un très gros rejet dans les 98 500 et aller chercher plus bas. Mais dans tous les cas, ici, il faut tenir cette zone-là. Si on ne tient pas les 94 500, ça sous-entend qu'on va faire un plus bas des 93 000 et qu'on va certainement chercher le bas de range. Bas de range, je rappelle, qui est dans les alentours des 90 000, 91 000 $. Donc, de la liquidité à aller chercher et c'est plutôt classique. Liquidité que l'on a toujours bien présent, hop, ici, qui a été renforcée sur la zone des 92 500. On voit bien que depuis qu'on a fait ce lot-là, on a renforcé la liquidité, toute la liquidité en dessous. Donc c'est quelque chose que l'on pourrait aller chercher assez rapidement si on maintient pas les niveaux clés et qui pourrait faire très mal. Le point intéressant, c'est que on a une diminution réelle du nombre de shorts présents, donc c'est une bonne chose, mais on n'est pas repassé en longue, d'accord? A contrario, on a toujours une position short très puissante, et c'est ce qui fait principalement que le BTC n'arrive pas à éclater, et que on n'a pas d'injection de liquidité. Si on a des injections de liquidité qu'on repassait en longue, et que le momentum repassait positif, et que la frustration était partie, on aurait un BTC qui repartirait à la hausse. Là, ce n'est pas le cas, on voit que ça s'améliore, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Encore une fois, il va falloir être patient. La psychologie, c'est 80% de ce type d'investissement, et tenir ses positions, gérer son risque, c'est le reste. C'est vraiment très très important de le prendre en considération, et c'est ce que l'on voit de toute façon tous les jours dans les discussions des commentaires, sur Twitter, et ce miasme un peu bear qui revient assez régulièrement est en train de s'effacer parce qu'on a un petit peu de vert qui arrive, mais il suffit d'une bougie un peu rouge pour qu'il revienne au galop, et forcément ça impactera BTC sur le court moyen terme, mais sur le long terme, si on continue à dézoomer et qu'on change de time frame, bon, on va voir que on est quand même très très bullish. De ce côté-là, on est toujours dans une accélération haussière. Oui, on est dans une consolidation. Oui, on a déjà été dans une consolidation, puis encore dans une consolidation. Est-ce que ce serait pas tout simplement la même chose et qu'il va falloir être patient? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on like et bien évidemment, on s'abonne si vous avez aimé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.